Bonsoir, Maxime. Allô, ça va bien? Ça va très, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir encore une fois durant la campagne électorale sur le plateau de Théovox Actualité. Maxime, hier prenait place le débat des chefs en français et j'ai recueilli, non pas le débat des chefs, parce qu'on le sait souvent, ça peut être canné d'avance, puis le narratif est plus contrôlé, mais j'ai voulu vous faire entendre aujourd'hui les questions après le débat des chefs de certains journalistes alternatifs. On écoute ça, puis on commente par la suite ensemble. Parfait. Your entire campaign does seem to be predicated on putting you in the front and hiding the people that stood in lockstep with Justin Trudeau for the last 10 years. You're kind of hoping that Canadians won't connect the dots, that the people standing behind you in your caucus walked in lockstep with him. Regardless of what you say right now, Stephen Guilbeault made the carbon tax's life work. The man that moved Paul Bernardo from a maximum security prison is now your chief of staff. I'm wondering how you reconcile this and how you can trust their judgment when they thought those ideas were good ideas. I'd say a couple of things to that rather odd question. First is that the candidates in this election for the Liberal Party, I mean, you go and see when I make an announcement. I don't think I've seen you at any of them, but next time you can come. And you will see a wide range of the candidates that are there presenting themselves. So Absolutely. Alex Zoltan with True North. How many genders are there? In terms of sex, there are two. Thank you. My follow-up question then, do you believe that women, biological women, have the right to their own spaces? Their own sports, their own change rooms, their own prisons, their own homeless shelters? This is Canada. And that, as a general objective, yes. But we work in where we value all Canadians for who they are, and we'll continue to do so. You supported Justin Trudeau's bill that aimed to censor the internet. Why do you think that it's ethically acceptable to marginalize conservatives and refuse to treat them with respect? I do not answer questions from Rebel News because it's an organization that spreads disinformation. Drea Humphrey with Rebel News. Okay. Your party... You know where I'm going to go with this, all right? Can I speak? Yeah, you can. I'm just going to say you know where I'm going to go with it, though. Your party takes pride in standing against hate, such as white supremacy, Islamophobia, and online hate speech. Yet you stay silent about ongoing attacks against Christians, even after Conservative MP Jamil Javani's order paper question revealed that over 200 churches have been targeted by arson and vandalism since claims of remains being discovered at former residential schools swept the nation in 2021. These claims have been disproven by bands that excavated and remain unproven by those that have not. Will you condemn the rise in acts of hate against Christians today and explain what your party will do moving forward to keep Christians safe from hate in Canada? Again, thank you, but I'm not going to respond to an organization that promotes misinformation and disinformation like Rebel News. Canada's suffering the most violent anti-Semitic crime wave in history. Yes. There have been shootings, firebombings, even a riot right here in Montreal. But not all of this anti-Semitic hatred and incitement rises to the high level of a criminal code offense. Do you believe that foreign nationals, that is, people who are not Canadian citizens, should be deported for participating in these hate marches or other pro-Hamas activities that don't rise to the level of a crime? Well, what I have said is when there is a crime involved, including crimes of vandalism, that visitors to Canada should be deported. The debate was one type of conversation. This feels very different. I think the debate commission is going to need to be accountable for what's kind of happening here. They moved the time of the debate the day before. They kicked the Greens out the morning of, and they've opened up the scrums and the press access to a bunch of groups who sometimes are registered charities or have been defined by their owner as not actually a journalistic organization or have been ruled by the federal court to not be a journalistic organization. And in an election like this one with very substantive debate on very substantive issues, moderated very well and executed very well by all the leaders, this is where this is going. Maxime, on vient d'entendre vraiment des médias alternatifs qui ont pris justement le podium pour pouvoir poser des questions. On voit que plusieurs des chefs ont été pris à dépourvu par rapport à ces questions-là. Puis on entend même la finale avec
ce que dit CBC Radio-Canada, qu'on devrait peut-être resserrer les règles autour des questions qui seront posées, parce que là-dedans, il y a des organisations qui se disent des organisations journalistiques, mais qui, dans le fond, sont des organisations sans but lucratif. On devrait peut-être contrôler un peu plus le après. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du débat des chefs? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la vidéo qu'on vient d'écouter? Bien, par rapport aux questions et la vidéo qu'on vient d'écouter, moi, je suis complètement en accord qu'il y ait des journalistes qui posent ces questions-là, et incluant les journalistes indépendants. Et pour moi, les chefs ont toute la latitude. Regardez ce qu'a dit Jack Mead. Il a dit, moi, je ne réponds pas à votre question. C'est parfait, je respecte ça. On n'est pas obligé de répondre aux questions des journalistes. Il a été honnête, il ne veut pas répondre à la question. Mais les gens qui ont écouté, qui ont vu ça, peuvent se faire une idée. Et il faut garder les médias non traditionnels présents, parce qu'actuellement, on s'aperçoit que les médias non traditionnels, comme Théovox et les autres médias, gagnent de plus en plus d'influence. Et ça inquiète Radio-Canada, CBC, qui sont en perte de code d'écoute. Donc, moi, je suis bien d'accord avec ça. Et les candidats ont été pris au dépourvu, mais c'était plaisant de voir. Au moins, Mark Carney a réussi à dire qu'il y avait deux sexes seulement. C'est un bon petit début. Oui, c'est ça. Mais vous conviendrez avec moi, Maxime Bernier, que ne pas répondre à des questions de journalistes, peu importe qu'ils soient des journalistes indépendants ou des journalistes qui viennent du mainstream, ça envoie quand même un message clair. Oh oui, c'est ça. Il est responsable de ses actions et ça l'envoie un message clair en voulant dire « Je ne réponds pas à ça, j'ai peut-être quelque chose à cacher. Ouais. » La population peut voir à travers ça et c'est ça qui est intéressant, là. Oui, tout à fait. J'ai une autre petite vidéo avec des déclarations choc des deux principaux chefs de parti qui ont été dites justement durant la campagne électorale. On commente ça, puis après ça, on se lance dans notre entrevue ensemble. Parfait. We will not only increase CBC Radio-Canada's funding by $150 million, but we will also make this funding statutory. Our plan will safeguard a reliable Canadian public square in a sea of misinformation and disinformation. Est-ce qu'il est temps de parler à M. Trump? Oui. Vous allez l'appeler? Oui. Quand? On verra. Tôt. Demain? OK, tôt. Ça suffit, hein? C'est quoi les grosses différences entre vous et Justin Trudeau? Nous avons, M. Trudeau et moi, nous avons les mêmes valeurs. On partage la solidarité, la durabilité, l'égalité et la réconciliation. Mais moi, je mets l'accent sur l'économie. Et la situation est difficile, mais c'est la raison pour laquelle je suis ici. Sinon, vous ne seriez pas là. Non, la vie est plus simple au secteur privé. And he can't tell a journalist whether he pays taxes, whether he personally pays the same taxes that he charges everyone else. And then you have his corporate interest. He has cash stashed in Bermuda, in the Caymans, and other of the most flagrant offshore tax havens. So while he was advising Justin Trudeau to raise your taxes, he was dodging his. You have not been elected in a federal election yet, and you recently flew to Europe on government wide-body jet at the expense of at least $500,000. Before I ask the question, these people around you all paid for that flight, and you've not been elected yet. So will you commit to refunding these taxpayers for that flight? Well, it's an interesting question. I'm going to allude to the question that was asked previously and the situation that we're in as a country, which is we are in an economic crisis. One of the challenges... The economic crisis was brought on by former Prime Minister Justin Trudeau, and you were his advisor at the time. I think you would find... These people did not create that problem. I certainly... hey, nobody in Canada created that problem. I'll take that as a no then. No, you'll take that as a very comprehensive answer to your question. Les stratèges libéraux font une campagne pour éviter que M. Carney ne réponde à des décisions qu'il a prises dans le passé et faire en sorte qu'il continue de mentir. Quand cet homme nous dit qu'il défendait le climat, il déforesterait 9000 hectares de terrain en Amazonie, main dans la main avec Bolsonaro. Pourtant, Brookfield a appuyé Bolsonaro disant que c'était une bonne occasion de faire des affaires. Ceux qui nous mentent en pleine face, je suis incapable. Large American online platforms have become seas of racism, misogyny, anti-Semitism, Islamophobia, and hate in all its forms. And they're being used by criminals to harm our children. My government will act. And today we're announcing our plan to fight crime, to protect Canadians. I can guarantee you there will be no laws
restricting abortion passed when I'm Prime Minister. The policy of the Conservative Party has been that there will be no restrictions brought in on a woman's right to choose. Maxime Bernier, c'est assez inquiétant quand on entend Carney à répétition lever le ton un peu comme un genre de dictateur. Non, ça suffit. On l'entend ici dire ça. On entend à d'autres moments qui justement est en train de dire qu'il va censurer davantage sur le web. On l'entend que son voyage a coûté 500 000 $ pour aller en Europe alors il n'a pas été élu par le peuple. Il a dépensé ces montants d'argent-là. On voit qu'il veut donner 150 millions à Radio-Canada. C'est peut-être pour ça que Radio-Canada était biaisé hier dans le débat. Puis on entend après ça un Poilievre qui lui dit, alors qu'il y a des candidats qui sont pro-vie dans son parti, qui dit que lui, il ne veut pas ouvrir le débat par rapport à justement cet enjeu de société-là. Qu'est-ce que vous pensez de ces chefs-là qui ont l'attention des médias, puis à vous, on la refuse, mais qui se disent des conneries comme ça devant les caméras? Bien oui, c'est inquiétant et je le dis souvent, c'est du pareil au même avec Poilievre et Carney. Carney, quand il dit faut dire qu'il a dit qu'il allait rajouter 150 millions à Radio-Canada, CBC, on donne déjà 1,2 milliard de dollars. Et je comprends bien parce que Radio-Canada et CBC, c'est le bras de propagande du gouvernement et Carney veut que ça se continue. On a vu lors du débat, Patrice Roy, moi j'ai senti que Patrice Roy aidait un peu Mark Carney durant ce débat-là. On sait que Radio-Canada est biaisé. Pour moi, ce que je dis, là, le débat n'était pas un vrai débat. On aurait dû être là, nous, le Parti populaire, parce qu'on a des points de vue vraiment différents sur tous les sujets. Et c'est décevant de voir Pierre Poilievre qui courtise les conservateurs sociaux. Je suis en Alberta ici et je peux vous dire que bien des gens votent conservateurs, mais là, maintenant, ils en ont marre de plus en plus. Ils en ont soupé parce que Poilievre va encore tolérer le meurtre des enfants non nés, parce que lorsqu'on parle d'avortement, il y a de l'avortement qui a lieu au 3e trimestre et à ce moment, l'enfant à naître est viable. Il y a des avortements qui ont lieu. C'est des meurtres pour moi. Et Poilievre dit qu'il va imposer aucune restriction sur l'avortement. Nous, on est prêts. On est le seul parti qui dit qu'il faut réouvrir ça et arrêter le culte de la mort, que ce soit du côté de l'avortement ou que ce soit du côté de l'aide à mourir. Oui. Nous, on va criminaliser le fait qu'un docteur ou une infirmière suggère à un patient, on peut vous aider à mourir, on peut vous tuer aussi. Ça devrait être criminel et illégal, c'est ce qu'on va faire. Et ça, l'aide à mourir devrait être seulement à la fin de la vie et provenir seulement du patient qui le demande et non pas en faire la promotion comme on le fait maintenant. Oui, tout à fait. Maxime Bernier, merci d'avoir accepté l'entrevue. Vous le dites, vous êtes en Alberta présentement. Puis entre deux rencontres, vous avez bien accepté de nous parler aujourd'hui. On l'apprécie énormément. Maxime, on vit, vous l'avez mentionné, dans un pays où on peut tuer un bébé jusqu'à sa naissance, mais où prier devant une clinique d'avortement, c'est criminalisé. Vous êtes l'un des rares chefs qui a osé parler de l'avortement puis qui a mis dans son programme justement, qu'il serait illégal d'avorter après le 2e et le 3e trimestre. Pourquoi cette question, selon vous, Maxime Bernier, reste-t-elle tabou dans notre société, notamment chez les autres partis? Parce qu'ils ont peur des activistes pro-choix. Vous savez, je le dis souvent, là, ces partis-là, comme le Parti conservateur ou le Parti libéral, ne sont pas en ligne avec le désir de la population. Sur l'avortement, lorsqu'on pose la question aux gens, il y a plus de 55 % de la population qui disent « c'est vrai, on devrait restreindre l'avortement comme le fait tous les autres pays civilisés, que ce soit la Suède, la France, l'Angleterre, et eux ont des restrictions à l'avortement, mais nous, on n'a aucune restriction. » Donc, ils ne veulent pas rouvrir le débat parce qu'ils savent qu'on va gagner ce débat-là et ils ont peur de la réaction des médias traditionnels qui sont pour le meurtre des enfants à naître au 3e trimestre. Oui.
On connaît vos politiques en matière de transgenre chez les enfants, etc., etc. Quelle place donnez-vous aux parents et à la primauté parentale et à l'autorité parentale dans le cadre d'une famille, Maxime Bernier? Ben, ça devrait être le plus important. Le père et la mère savent mieux que moi, un politicien ou que des gens des services sociaux, comment élever leur enfant. Et là, ce qui se passe au Canada, c'est qu'on cache des faits à des jeunes étudiants qui, on va les appeler un autre nom. On va pousser la théorie du genre. On va dire à un enfant qui ne se sent pas bien dans son corps que c'est correct, qu'il peut transitionner. Ça n'existe pas, ça, devenir une petite fille, devenir un petit gars. Nous, notre position là-dessus, elle est très claire. On va s'assurer que ça va être illégal et criminel de promouvoir des opérations sur des jeunes enfants ou le fait de leur donner des bloqueurs d'hormones. Tout ça, là, c'est la mutilation des enfants. Ça devrait être illégal et quelqu'un à 18 ans peut décider quoi faire. Et c'est pour ça que l'autorité parentale est importante. Aujourd'hui, des éducateurs ont plus d'autorité sur l'enfant d'un parent que le parent lui-même. Et il faut revenir à l'ordre, il faut revenir à nos valeurs fondamentales. Et le noyau de la société, c'est la famille. Et il faut promouvoir des politiques qui sont pro-famille. Absolument. Les Canadiens pensent avoir un vrai choix en matière de candidat électoral. Mais est-ce que Carney, Poilievre et Jack Meeting ne défendent pas le même système sous des étiquettes différentes? Vous avez raison, si on lit leur plateforme, si on regarde qu'est-ce qu'ils disent, que ce soit des déficits, ils veulent des déficits, que ce soit l'accord de Paris et que le climat est vraiment dangereux pour nous, ils partagent le même point de vue, nous on veut sortir de l'accord de Paris, que ce soit pour la politique sur les trans, ils sont d'accord avec le fait qu'un petit garçon peut devenir une petite fille, c'est complètement ridicule. Je peux continuer comme ça sur plusieurs autres sujets d'importance pour l'avenir du pays. L'immigration de masse en est un autre. Ils sont d'accord à faire venir plus de personnes. D'ailleurs, Poilievre, c'est à peu près 1,5 million d'étrangers sur 3 ans. Il faut arrêter ça. Il faut avoir une pause en immigration. Donc oui, pour répondre à votre question, sur des sujets importants, ils sont les mêmes et c'est pour ça que je dis que c'est l'uniparti. Et le Parti populaire offre vraiment une autre alternative, une alternative basée sur les faits, basée sur la culture occidentale, basée sur nos valeurs, basée sur la réalité. Et de plus en plus, je suis en Alberta aujourd'hui et je peux vous dire que de plus en plus de personnes adhèrent à nos idées et je sens un certain momentum. Je crois bien que le Parti populaire va créer une différence ou une surprise à la prochaine élection. Ouais. Vous l'avez dit, Maxime Bernier, Pierre Poilievre se dit pour la liberté, mais refuse les votes pro-vie et évite les enjeux moraux. Selon vous, est-ce que c'est une posture ou c'est une illusion? Moi, c'est une fraude. C'est une fraude parce qu'il sait qu'il a l'appui de bien des conservateurs sociaux dans l'Ouest canadien qui espèrent qu'il change d'avis, mais il a été très clair à ce sujet-là. Et si c'est très important pour vous, que vous soyez du Québec ou de l'Alberta, bien, on est le seul parti qui respecte les valeurs sociales, les valeurs canadiennes, et donc qui est prêt à rouvrir ces débats-là pour s'assurer qu'on ait une loi, qu'on redevienne un parti civilisé, puis qu'on a une loi qui va restreindre l'avortement en commençant après le premier trimestre. Ouais. Allons maintenant, parlons un peu de Mark Carney. Mark Carney parle de démocratie, mais pousse pour une censure, la surveillance, les avortements financés à l'étranger et les bloqueurs de puberté. Maxime Bernier, est-ce que Mark Carney est un homme dangereux? Oui, absolument. Mark Carney est sur les politiques. On regarde ces politiques et les politiques que Trudeau nous a imposées ces 9 dernières années, c'est à peu près du pareil au même. Avec Mark Carney, le Canada s'en va à pleine vitesse dans un mur. Avec Pierre Poilievre, le Canada s'en va dans un mur, mais en respectant les limites de vitesse. Les deux n'ont pas une vision claire pour le Canada. Et nous, on est là pour offrir cette vision-là. Ouais.
J'aimerais vous entendre maintenant sur le Bloc québécois. Le Bloc québécois affirme défendre les valeurs du Québec, mais a voté pour l'euthanasie préventive, appuyer une loi facilitant la transition de genre chez les enfants, déposer un projet visant à reconnaître la Bible comme un discours haineux et milite activement pour une laïcité qui marginalise les croyants. À vos yeux, que révèle vraiment ce positionnement? Est-ce encore une partie enracinée dans les valeurs québécoises ou un vecteur de rupture avec notre héritage? Ben oui, c'est une rupture avec notre héritage, avec qui on est en tant que Québécois. C'est lui, il ne faut pas oublier, qui a appuyé le gouvernement Trudeau pour faire en sorte qu'il reste au pouvoir. Et il nous disait de défendre les valeurs québécoises. Il ne le fait pas. Le Bloc québécois, le rôle à Ottawa, il ne devrait pas être là. Et si les gens veulent la souveraineté du Québec, bien qu'ils votent au niveau provincial pour le PQ, ça va se faire au niveau provincial. Le Bloc québécois ne défend pas nos intérêts, que ce soit des intérêts sociaux, économiques pour le Canada. Et moi, je le dis, le chef du Bloc québécois n'avait pas à faire dans ces débats-là, puisque c'est le Bloc a seulement des candidats pour le Québec. Et ce qu'il fait actuellement avec ses candidats, et si on regarde le passé, avec ses prises de position, il a nui au Québec plus que aider les Québécois. Qu'est-ce qui différencie, Maxime, fondamentalement le PPC par rapport à ses valeurs sociales conservatrices ou ces valeurs fondamentales-là par rapport aux autres partis? Bien, on veut les préserver au Canada. Vous voyez, avec l'immigration de masse, on importe des gens qui viennent du tiers-monde. Lorsqu'on fait ça, bien, notre pays va devenir un pays du tiers-monde. Et là, nous, ce qu'on dit, il faut arrêter cette immigration de masse-là qui détruit le tissu social de notre pays. Et pour moi, c'est la position la plus importante pour préserver notre pays et pour pas être un pays où les radicaux islamiques vont dominer, comme ça commence à se passer en Angleterre. Donc, la question la plus importante à cette élection-ci et la grande différence entre nous et tous les autres partis, c'est cette bataille pour préserver notre pays et respecter notre Constitution et faire en sorte d'avoir une pause en immigration pour commencer à être capable d'assimiler ces gens-là qui sont venus ici. Moi, je dis que toutes les cultures ne sont pas égales et qu'il faut abolir le multiculturalisme. Ça nuit au Canada. C'est un échec en France, en Europe, en Angleterre. Il faut abolir cette loi-là. Donc ça, là, c'est le cœur de notre pays et les autres partis n'en parlent même pas. Ils sont d'accord avec le statu quo. Là, j'ai une question, Maxime, à vous poser, qui est un petit peu plus direct, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me rapportent cette question-là, puis je veux vous entendre sur cette question-là aujourd'hui. Il y en a qui me disent « Maxime Bernier n'a absolument rien à perdre, il ne sera pas au pouvoir de toute façon. Il peut bien dire et avoir des politiques comme il a, parce qu'en bout de ligne, ça ne l'impacte pas ou ça l'impacte peu. La journée qui serait une menace encore plus menaçante et qui serait en ligne vers le pouvoir, on pourrait voir dans son programme de parti certaines politiques changer. » Qu'est-ce que vous répondez à ça, Maxime? Ben, moi, ce que je réponds, nos politiques ont toujours été les mêmes. On a fondé ce parti-là sur des principes clairs et à chaque élection, on parle de la même chose et ça les agace, ça les tanne parce que le Parti populaire croît, parce que nos idées sont de plus en plus acceptées par les Canadiens. Le meilleur exemple de ça, c'est sur l'immigration. Dès 2019, on a dit qu'il fallait limiter l'immigration. Et donc, qu'est-ce qui arrive actuellement? Bien, les gens nous donnent raison. La majorité de la population dit qu'il faut arrêter l'immigration de masse. Sur les changements climatiques, on dit qu'il n'y a pas d'urgence climatique, que le CO2 est un gaz essentiel à la vie. Et là, plus en plus de gens comprennent ce discours-là. Donc, ils n'aiment pas le fait que les idées du Parti populaire deviennent de plus en plus populaires. Et c'est notre façon dont on fait de la politique. Oui. En décembre dernier, il y a un rapport soutenu par les libéraux et les néo-démocrates qui a recommandé de retirer, probablement que vous êtes au courant, le statut d'organisme de bienfaisance aux églises et aux groupes religieux sous prétexte que la promotion de la religion ne serait plus une cause légitime. Maxime, est-ce qu'on assiste à une tentative déguisée de faire taire la foi chrétienne au Canada? Vous vous situez où par rapport à ça? Écoutez, il y a la liberté de religion dans notre pays. On doit respecter cette liberté de religion-là. Et surtout, on s'aperçoit ce qui se passe avec les chrétiens à travers le pays. On a vu dans les questions qui ont été posées au chef
le fait qu'il y a quelques mois, on a brûlé plusieurs églises au Canada et la GRC n'a pas fait enquête. Il n'y a pas de gens qui ont été poursuivis à cause de ça. Il faut faire en sorte de défendre notre culture. Et dans notre culture, la religion chrétienne fait partie de ça. Oui, mais pourquoi justement il y a un silence où on dénonce pratiquement jamais, où on n'entend pratiquement jamais les chefs de parti dénoncer la persécution justement chrétienne au Canada? Bien, parce que ce n'est pas politiquement correct de le faire et ils ont peur de se faire critiquer par les médias traditionnels. Pour nous, il n'y a pas de sujet tabou. Il faut parler des vraies choses. Et les vraies choses, c'est qu'il y a de la discrimination actuellement qui se fait au Canada avec les politiques de diversité, équité et inclusion. Et la discrimination envers qui? Envers les jeunes hétérosexuels blancs hommes et chrétiens. Là, pour ça, là, on devrait les discriminer et faire la promotion de des gens qui sont dans des minorités. Moi, je dis que tout le monde devrait être traité également et qu'on ne doit pas faire de la discrimination. Il n'y a pas de discrimination positive. De la discrimination, c'est de la discrimination. Et les politiciens ont peur de parler de ça parce que présentement, ce n'est pas... c'est la réaction des médias traditionnels. C'est pour ça que Pierre Poilievre n'arrête pas de dire qu'il est pro-choix, parce que pour lui, s'il dit le contraire, bien, il va avoir la foudre des médias. Mais moi, je dis aux gens, regardez la réalité en face, là. Si vous voulez des débats sociaux, et on est dans une guerre culturelle au Canada, mais les politiciens traditionnels ne l'admettront pas. Ils n'admettront pas qu'il y a une guerre culturelle qui se passe et ils ne se battront pas pour les valeurs canadiennes. Et ça, bien, c'est très décevant. On voit où ça mène. Regardez ce qui se passe en Angleterre et en Allemagne présentement. La cohésion sociale n'existe plus. Et il faut faire ces débats-là. Et le Parti populaire est là pour les faire. Ouais. Maxime, je vous emmène sur un autre terrain maintenant. Soyons francs, vous et moi, ensemble, aujourd'hui. Est-ce que les sondages sont aujourd'hui une arme de guerre psychologique utilisée contre les électeurs? Moi, je dirais oui durant une campagne électorale et non à la fin de la campagne électorale. Pourquoi? Au début d'une campagne électorale, les sondages sont utilisés et il y a des sondeurs qui font la promotion des libéraux, d'autres qui font la promotion des conservateurs pour essayer de créer un momentum. Et dans ces sondages-là, bien, on ne pose pas de questions par rapport au Parti populaire. On fait comme si on n'existait pas. Mais quand je dis à la fin, 3 jours avant les élections, on peut peut-être se fier plus aux sondages parce que ces compagnies-là de sondages veulent pouvoir dire après l'élection, regardez, je suis la meilleure compagnie de sondage, j'ai réussi à prévoir le résultat et on est les meilleurs et donc on veut continuer à avoir des clients. Mais durant la campagne électorale, c'est tout ou rien. Il y a des sondages qui donnent l'avance énorme à Carney, d'autres sondages qui donnent l'avance énorme à Poilievre. Moi, le vrai sondage, c'est celui de l'élection et on verra bien qu'est-ce qui arrivera dans quelques jours. Est-ce que, selon vous, on a fabriqué un faux momentum autour de Mark Carney? Ah oui, absolument. Les médias aident. Vous l'avez vu depuis le début de la campagne. On fait en sorte que l'ennemi est Donald Trump. On fait en sorte, on dit aux Canadiens que la souveraineté du Canada est en danger. C'est pas vrai du tout. Le président Trump, lorsqu'il disait que le Canada pourrait être le 51e État, c'est une blague, c'est une façon de négocier et il ne faut pas prendre ça au sérieux. Et les deux autres partis prennent ça au sérieux et c'est du faux patriotisme et essaient de créer une crise envers Donald Trump en disant on est les meilleurs pour sauver ce pays-là ou qu'on est en danger de perdre à cause de Donald Trump. Ce qui ne va pas ici au Canada, c'est pas à cause de Donald Trump, c'est les politiques publiques adoptées par le gouvernement du Canada et prônées par le Parti conservateur et le Parti libéral. Donc, les médias, oui, ils ont un favori actuellement dans la course, c'est Mark Carney, et ils sont dans un narratif comme ils nous ont fait durant la COVID. Il y avait seulement un narratif, le vaccin, il est sécure et efficace. C'était complètement faux. Et là, aujourd'hui, les médias nous disent on est en danger, peut-être que le Canada n'existera plus à cause de Trump, il faut protéger notre souveraineté. Et il y a un des deux chefs qui est meilleur que l'autre
pour protéger les Canadiens, c'est Carney. Ça, c'est les médias traditionnels. Ouais. Effectivement, les médias traditionnels sont biaisés. Oui. Vous avez, en parlant de médias, vous avez donné une entrevue à Tucker Carlson qui a été virale. Quand une entrevue devient virale sur les réseaux sociaux, mais que les médias canadiens l'ignorent totalement, je parle évidemment des médias mainstream, est-ce que là, c'est une preuve que le système médiatique filtre ce que les gens doivent voir? Absolument, absolument. Et là, c'est une preuve qu'ils font de la désinformation. Ils parlent souvent de désinformation, mais ils ne présentent pas aux Canadiens l'information qu'ils n'aiment pas. Et effectivement, on a une belle preuve dans ce cas-ci. Il y a plus de 3 millions de personnes qui ont vu cette entrevue-là avec Tucker Carlson et les médias n'en parlent même pas. Ça vous donne quoi de faire des entrevues, Maxime Bernier, avec des médias qui sont plus américains? Bien, premièrement, mon but durant cette campagne-là, c'est d'être présent avec tous les médias alternatifs à travers le pays et d'accepter toutes les invitations. Et je suis bien heureux d'avoir eu des invitations par des gens influents aux États-Unis, comme Patrick Bet-David, comme Tucker Carlson, comme d'autres, Alex Jones. Ouais. Et là, ça me permet de parler aux Canadiens parce que je sais que bien des Canadiens qui regardent ces gens-là, ça nous donne plus de visibilité. Et je peux vous dire que j'étais bien surpris. Après mon apparence avec Patrick Bet-David, j'étais au Québec à ce moment-là. Et il y a des Québécois qui m'ont dit « Maxime, je t'ai vu là-bas, bravo, c'était plaisant. » Et j'étais content de voir que des Canadiens francophones, des Québécois, regardent aussi les médias américains. Je pensais que j'allais avoir une visibilité seulement au Canada anglais, mais non, une visibilité aussi au Québec. Donc, pour moi, c'est important. Et mon but d'être aux États-Unis, c'est que je voulais parler aux Canadiens, mais aussi aux Américains par rapport à la guerre tarifaire. Oui. Maxime, on remarque qu'il y a moins de pancartes du PPC dans certains comtés. Où il y a des comtés où vous êtes pratiquement invisible, même s'il y a un candidat. Est-ce que c'est un manque de moyens, un choix stratégique ou une fatigue militante? Non, je pense que c'est un manque de moyens financiers. Vous savez, les grands partis politiques dépensent chacun d'eux 30 millions de dollars en campagne électorale. Et nous, on va peut-être dépenser 1,5, 2 millions de dollars. Et ça prend de l'argent pour être présent, etc. La plupart de nos candidats ont leur pancarte, c'est ce qu'on leur demande. Mais dans certains comtés où on a eu des candidats sur le tard qui se présentent et ils n'ont pas eu le temps de monter leur organisation. Mais je tiens à vous dire qu'on est là, on est prêt. On a des candidats dans presque tous les comtés au Québec. Les gens vont avoir le choix et la capacité de voter pour le Parti populaire. On sait qu'au total, il y a 338 circonscriptions à travers le Canada. Vous aviez, en lancement de campagne, 310 circonscriptions sur 338. Il y a eu une baisse assez significative de 310 à 240 candidats. Est-ce que c'est une perte de vitesse ou un recentrage volontaire ou un coup monté? C'est 247 qu'on a actuellement, mais je peux vous dire qu'on a plusieurs candidats avec qui on a fait des entrevues, parce qu'on fait des entrevues très sérieuses avec nos candidats, et ces candidats-là partageaient les valeurs du Parti populaire, mais je pense qu'il y a eu une fraude de la part du Parti conservateur, puisqu'à la dernière minute, plusieurs des candidats qui étaient d'accord avec nous ne sont pas allés au bureau du directeur des élections dans leur comté et n'ont pas signé leur cahier de candidature. Les raisons qu'ils nous donnaient sont des raisons banales, pas sérieuses. Et moi, je crois, je l'ai déjà dit, le Parti conservateur est moralement, intellectuellement corrompu. Ils ont triché dans la course au leadership en 2017. Et là, ils ont payé des gens pour qu'ils se disent partisans du Parti populaire. Et à la dernière minute, ces gens-là nous ont laissé tomber. Et pour eux, ils ont tellement peur du parti qu'ils ne sont pas prêts à discuter avec nos idées. Ils essaient de nous discréditer avec des mensonges et ils font de la fraude comme ça. Mais nous, je peux vous dire que nos candidats qu'on a font de belles campagnes et on va continuer à se battre. C'est juste une autre preuve que les conservateurs, comme les libéraux, c'est du pareil au même. Ils mettent de l'énergie pour discréditer un autre parti. Ils ne veulent pas avoir des débats de fond.
mais nous, on les fait et c'est pour ça que je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir parler de nos prises de position et la grande différence et démontrer à votre auditoire la grande différence entre nous et tous les autres partis. Oui. On sait que le chef dans un parti politique, c'est la pierre angulaire du parti. Certains diront que le PPC est souvent perçu comme un parti d'un seul homme. Quelle relève, Maxime Bernier, vous êtes en train de préparer pour le après Maxime Bernier? Puis qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui disent que le PPC, c'est un parti d'un seul homme? Je leur dis, regardez, c'est vrai qu'on n'a pas de candidats qui sont connus nationalement, partout à travers le Canada. On a des candidats qui sont connus dans leur comté. Et on a des candidats qui sont des ex-maires. On a des professeurs d'université. On a des chauffeurs de camions. On a des candidats qui sont prêts à prendre la relève. En ce qui concerne le Parti populaire, certains disent aussi que Maxime Bernier, il n'y a aucune démocratie dans ce parti-là et il s'est nommé chef à vie pour le parti. Je tiens à répondre à ça aussi. Je suis le seul chef d'un parti politique qui, après chaque élection, demande aux membres s'ils veulent que je sois encore le chef du parti. J'ai fait ça après la dernière élection. J'ai demandé aux membres du Parti populaire, voulez-vous que je sois encore le chef ou pas? Et j'ai eu un oui à 96 %. Et donc, ça, c'est de la démocratie. Et je vais faire la même chose après cette élection-là, demander aux membres s'ils veulent que je sois le chef du Parti populaire encore. Poilievre ne fait pas ça, tous les chefs ne font pas ça, et nous, les membres, peuvent s'exprimer sur le leadership de leur parti. Oui. Vous êtes exclu des débats, vous êtes diabolisé par certains, ignoré par les réseaux. Maxime Bernier, pourquoi vous continuez malgré tout? Parce que je sais qu'on va gagner. On dit les vraies choses et pour moi, c'est une bataille d'idées et on le voit dans la progression. Je parlais tantôt d'immigration. Lorsque j'en ai parlé, il y avait peut-être 20 % de la population qui était d'accord. Maintenant, c'est plus de 65 %. Donc, nos idées sont de plus en plus populaires et c'est une question de temps. C'est vrai qu'il est plus difficile pour un jeune parti politique comme nous, dans un système parlementaire, d'avoir un premier candidat élu. Mais ça va arriver et je pense bien que ça peut arriver à cette élection-là. Si ça n'arrive pas, le Parti populaire va être là à la prochaine campagne électorale pour défendre encore les mêmes idées. Je regarde juste en Angleterre, ils ont aussi un système parlementaire et Nigel Farage, avec 15 % des voix, a réussi à élire 6 candidats. Et maintenant, dans les sondages en Angleterre, s'il y a une élection demain matin, il gagnerait, il serait le premier ministre. Donc, c'est une question de temps et j'aimerais dire qu'il y a 40 % de la population qui n'ont pas voté à la dernière élection. Et ça, c'est une clientèle qu'on veut avoir parce que ces gens-là, s'ils ne votent pas, ils voient comme nous que les partis traditionnels, c'est du pareil au même et nous, on est la vraie alternative. Si seulement la moitié de ces gens-là vont voter, on va être à 20 %. Donc, il y a un avenir pour nous et l'avenir, pour moi, elle est très prometteur. Oui. Ma dernière question pour vous ce soir, c'est qu'est-ce qui vous donne espoir dans cette campagne, malgré les obstacles, les attaques et le silence organisé autour de votre parti? Ce qui me donne espoir, c'est le fait que je suis avec vous ce soir. Je suis avec des gens, des podcasts. Je fais des entrevues d'une demi-heure, 45 minutes, 1h30. Et en politique, aujourd'hui, les gens veulent en savoir plus, veulent connaître le chef d'un parti, veulent savoir leur politique. Et ça, en faisant ces entrevues-là, bien, je réussis à joindre bien des gens. Et je peux vous dire, je le sens, ce momentum-là sur le terrain, que je sois en Alberta, au Québec ou ailleurs. Et pour moi, je pense que c'est l'avenir de la politique. Regardez aux États-Unis, le président Trump a fait des podcasts. Harris, la démocrate, n'en a pas fait. Et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir peur de parler de ses idées et de faire des entrevues avec des gens qui sont soit de gauche ou soit de droite. Ce matin, j'ai fait une entrevue avec un podcast ici en Alberta, à Edmonton, qui était de gauche et on a eu une belle discussion. Donc, on est ouvert et le fait que je suis présent dans les médias traditionnels et le fait que les médias, alternatifs et le fait que les médias alternatifs, c'est l'avenir, moi, je pense qu'on a un bel avenir. Selon vous, le vrai débat des chefs, c'est quelque chose qui se joue beaucoup plus sur les médias sociaux ou une fois ou deux à travers une campagne électorale dans les médias mainstream?
Non, c'est sur les médias sociaux. Lorsque les gens voient des entrevues comme ça, lorsque les gens voient qu'on répond à la question en disant la vérité et sans essayer de s'évader, c'est ce que les gens veulent un politicien vrai qui va dire ce qu'il pense et qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Moi, je pense que les vrais débats se font lorsque je réponds à des questions comme ça, que ce soit des questions difficiles ou non. Et là, les gens peuvent vraiment prendre une décision éclairée. En terminant, Maxime Bernier, je voudrais juste réitérer, vous êtes le chef de parti qui avait le plus d'expérience sur la scène politique. Donc, qui dit expérience dit candidat qui a tout ce qui est nécessaire pour justement négocier avec le président des États-Unis. Mark Carney, zéro expérience. Vous étiez là avant Poilievre. Vous avez eu des gros ministères à vous occuper dans votre carrière. Et je veux juste rappeler ça aux gens parce que le 28 arrive à grands pas et c'est la date fatidique pour voter. Oui, vous avez raison, mais aussi j'aimerais rajouter que je ne suis pas un politicien de carrière, que j'ai travaillé 19 ans dans le secteur privé, dans le secteur financier à Montréal avant de faire de la politique, contrairement à Poilievre qui a été élu à 24 ans, qui n'a jamais eu un vrai patron. Ça fait 20 ans qu'il fait de la politique. Donc, j'ai une expérience du privé, j'ai une expérience, oui, dans le cabinet Harper. J'étais ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Industrie. Et donc, je pense effectivement que le Parti populaire, nos candidats et nous, on est prêts à se battre pour les Canadiens et on serait le seul parti, d'après moi, qui serait capable d'avoir une entente avec Donald Trump et arrêter cette guerre commerciale parce qu'on ne l'aurait pas fait, on n'aurait pas imposé de contre-tarifs. Et en faisant quoi? En mettant tout sur la table et en ayant une vraie discussion avec Donald Trump, on est prêt pour ça. Contrairement à Carney et Poilievre qui ne mettront pas tout sur la table, nous, on est prêts pour le bien des Canadiens et pour faire en sorte que l'économie soit plus prospère et que les Canadiens ne perdent pas leur emploi. Maxime, merci énormément d'avoir garé la voiture et d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui dans cette entrevue. C'est grandement apprécié. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Et j'aimerais m'excuser auprès de votre auditoire parce qu'effectivement, je me dirigeais à une autre. J'ai une conférence de presse ici et là, je suis arrivé à ma destination. Je sais que c'est un peu tannant écouter lorsque l'auto bouge, mais merci quand même de m'avoir donné le temps d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une belle fin de campagne et j'espère que les résultats seront favorables à votre égard. Merci. À plus tard. À bientôt. Vous savez, en terminant, dans un monde où l'on prône la liberté, mais où l'on censure la vérité, où l'on parle de progrès, mais où l'on efface la sagesse des siècles, où l'on célèbre la tolérance tout en rejetant la foi chrétienne, ce paradoxe n'est pas nouveau. Jésus lui-même fut la vérité rejetée, la lumière méprisée, l'amour crucifié. Mais c'est justement dans ce monde de dérive que résonne avec force l'espérance de l'Évangile. Dans un monde où l'on célèbre la liberté, mais où l'on emprisonne ceux qui osent dire la vérité, où l'on veut sauver la planète, mais on méprise la vie humaine, où l'on crie à la tolérance, mais on refuse la croix, où l'on exalte l'individu, mais on détruit la famille, où l'on veut abolir le mal, mais on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, où l'on parle d'amour universel, mais on refuse l'amour de celui qui a donné sa vie pour tous. Et pourtant, dans ce chaos moderne, une voix persiste, silencieuse mais puissante, simple mais submersive. Cette voix est celle du Christ. Il dira dans Ésaïe 5, 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Dans Jean 14, 16, Jésus dira « Je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, au verset 22, il dira « Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Voici le paradoxe de notre époque. Ceux qui prêchent la liberté imposent le conformisme. Ceux qui parlent de science interdisent les questions. Ceux qui se disent progressistes rejettent Dieu. Mais Jésus, lui, ne change pas. Il n'est pas une option parmi d'autres résolutions, il est la solution. Il n'est pas un produit spirituel, il est la vérité vivante. Ce n'est pas une réforme extérieure, mais une révolution intérieure. Alors que l'élite veut tout contrôler, Jésus vous appelle à vivre libre. Alors que les puissants imposent la peur, Jésus offre la paix.
Alors qu'on tente de redéfinir l'humain, Jésus vous redonne votre vraie identité. Ce soir, ce n'est pas qu'une simple émission qui se termine, c'est un appel à revenir à la source, à l'essentiel, à Jésus-Christ. Parce qu'un monde sans Jésus, c'est un monde sans pardon, sans direction et sans espoir. Mais avec lui, tout recommence, tout s'illumine, tout s'accomplit. Il dira dans Ésaïe, le chapitre 55, le verset 6, « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est proche. » Et ma prière pour vous ce soir, c'est que vous puissiez le rechercher de vous tout votre cœur et de l'invoquer tandis qu'il est encore proche. C'est Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine.